l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre intitulée La force de la liberté et la reconquête de la paix. Je salue tout de suite nos invités qui participent ce soir à cette rencontre. Pour commencer, Marina Sereni, vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Un invité spécial en quelque sorte, Alexandre Arkelangelski, écrivain et journaliste qui nous rejoint depuis Moscou. Giovanni Di Lorenzo, directeur de l'hebdomadaire Die Zeit à Hambourg. Il arrive de Hambourg, mais il a vécu 9 ans dans son enfance à Rimini. Donc il y a des Allemands qui vont de l'Italie en Allemagne et des Allemands qui vont de l'Italie en Allemagne. Et puis Maurizio Molinari, directeur du journal La Repubblica à Rome.
Aucun d'entre nous ne peut savoir où nous conduira la guerre qui a commencé le 24 février dernier. Mais nous savons qu'elle a constitué une rupture profonde, si ce n'est définitive, d'un équilibre géopolitique qui s'était confirmé dans les dernières décennies. Nous savons qu'elle a constitué et qu'elle est la fin de la certitude de la paix. Nous savons qu'elle a constitué et qu'elle est le commencement de beaucoup d'interrogations, de questions, de problèmes que nous commençons à aborder. Et la rencontre de ce soir veut être une contribution pour essayer de comprendre ce qui se passe, peut-être trouver quelques lignes de perspective. Nous ne savons pas si l'on pourra rétablir un dialogue international qui serait plus orienté vers l'esprit d'Helsinki ou celui de Yalta. Nous l'espérons. Et donc, se propose aussi la grande question, qu'est-ce qui est demandé à l'Europe, non seulement au gouvernement, mais au peuple européen, pour affronter les conséquences qui se prospectent? La première question s'adresse à la vice-ministre Sereni. Parce que dans beaucoup de conflits et de guerres au niveau mondial, la coopération internationale a été la première étape pour rétablir un minimum de dialogue et aider en premier lieu les peuples, qui sont les premières victimes de tout conflit, à affronter les maladies, la faim et à les dépasser lorsque c'était possible. Quels sont les nouveaux défis pour la coopération internationale après le 24 février? Merci, Madame la Ministre. Merci pour votre invitation et merci pour la question. Je suis très reconnaissante aux organisateurs d'avoir associé dans le titre de cette soirée 2 mots très importants, liberté et paix. Mais nous laissons cela au débat entre les journalistes qui suivra ma réponse. Il ne peut pas y avoir de paix sans la liberté. Et je crois que la coopération italienne au développement est très importante précisément sur cet aspect. Nous nous définissons dans la loi italienne comme un instrument essentiel, partie intégrante de la politique étrangère italienne. Qu'est-ce que ça veut dire que la liberté fait partie de la politique étrangère italienne? La guerre qui a éclaté après l'agression russe en Ukraine nous a immédiatement conduit à une grave urgence humanitaire. L'une des urgences humanitaires les plus graves que l'Europe ait eu à affronter dans ces dernières décennies. Des millions de personnes ont fui l'Ukraine, des millions de personnes ont fui à l'intérieur de l'Ukraine. Et je crois qu'il est fondamental que la société italienne, pas seulement la coopération italienne, mais la société, se soit mise en œuvre avec beaucoup de générosité et d'efficacité pour construire une réponse d'urgence aux souffrances de la population civile touchée, frappée par la guerre. Mais malheureusement, la guerre et le conflit en Ukraine n'a pas éliminé les autres crises. Donc la première question que je crois qu'il faut avoir à l'esprit après ce malheur du 24 février dernier, c'est que la guerre continue. Il faut faire tout le possible pour que la guerre s'arrête et qu'on puisse ouvrir la possibilité d'un dialogue dans l'esprit d'Helsinki ou de Yalta, pour reprendre les paroles de tout à l'heure. Mais nous devons savoir aussi que l'urgence humanitaire ne pourra pas, la réponse ne pourra pas concerner uniquement cette crise, parce qu'il y a encore d'autres crises qui sont présentes. L'Afghanistan, il y a 1 an seulement, nous regardions l'Afghanistan où les talibans sont revenus à Kaboul. Il y a la Syrie, il y a l'Irak, le Moyen-Orient, il y a l'Afrique. L'Afrique et en particulier l'Afrique subsaharienne. Donc le premier défi que nous pose l'après 24 février, c'est de trouver la force et les ressources pour engager l'Italie et la communauté internationale, sans oublier ces autres crises. Deuxième thème, il y a des défis globaux, et ces défis globaux
prétendent, ont la prétention, même dans le choc que la guerre provoque dans les relations internationales, ces défis globaux exigent un niveau de collaboration internationale très large. La lutte contre les pandémies, contre les inégalités, qui sont une source de conflits et une source de guerre, ces défis globaux présentent une collaboration sur le plan international. C'est pour cela que je le dis, et puis je le laisserai ensuite au débat qui suivra. C'est pour cela que je ne suis pas convaincue par l'idée de la narration qu'on développe à certains endroits, c'est-à-dire l'Occident contre tout le reste du monde. Si nous voulons affronter ces défis globaux, et la coopération est un instrument pour les affronter, il faut briser ce récit et continuer à collaborer avec des pays qui, dans cette circonstance de l'Ukraine, ne nous semblent pas être précisément de notre côté. Mais pour lutter contre la dégradation climatique, il faut essayer de répondre aux inégalités du monde. Nous avons besoin de tous. Nous avons besoin d'un fort partenariat, par exemple, avec les pays d'Afrique. Alors, pour revenir à la coopération, le défi de la coopération italienne après le 24 février, c'est d'une part de continuer à être aux côtés du peuple ukrainien, continuer à aider ce peuple, à le soutenir, à répondre à ses nécessités humanitaires qui se trouvent en Ukraine, mais aussi les pays limitrophes, y compris l'Italie, puisque nous avons accueilli 160 000 personnes, surtout des femmes et des enfants qui ont besoin d'être intégrés dans nos communautés. Et d'un autre côté, ne pas perdre de vue les autres crises, c'est-à-dire ne pas oublier que nous avons besoin de ressources. Lorsque l'on parle de ressources, l'Italie s'est engagée il y a des années d'atteindre 0,7% du développement et nous sommes à 0,9% du PIB. Donc nous avons fait un beau pas parce que l'an dernier nous étions à 0,2, donc nous avons augmenté. Et dans le bilan de cette année, il y a des ressources qui continuent encore à se développer. Lorsqu'on affrontera la question des ressources, je sais qu'il y aura des personnes pour dire qu'il est plus important de soutenir les entreprises ou de soutenir les familles. C'est une situation de grande difficulté économique dans notre trame, notre tissu social économique. Mais les ressources pour la coopération et le développement sont des ressources pour notre sécurité, pour la paix, pour la vie entre les peuples. Et donc, ce ne sont pas des ressources sur lesquelles nous investissons uniquement par générosité, même si la générosité est mieux que l'avarice. Mais nous devons investir aussi un peu par égoïsme, parce que notre monde est moins sûr s'il y a des tensions et des inégalités aussi lacérantes que celles que nous voyons chaque jour. Je m'arrête ici parce que on m'avait demandé d'être rapide. Vous êtes rapide et synthétique. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je peux dire ceci. Nous sommes ici invités du meeting de Rimini après quelques années. Ce partenariat se consolide encore entre nous et le meeting et nous avons voulu centrer notre présence sur le thème de la sécurité alimentaire pour beaucoup de raisons. C'est d'abord parce que c'est un filon traditionnel de la coopération italienne. Nous sommes le siège du pôle romain des Nations Unies qui regroupe la FAO et tous les organismes centrés sur la nourriture et l'agriculture. Mais nous avons choisi aussi la sécurité alimentaire parce que après le choc du Covid et la guerre qui a éclaté en Ukraine, a apporté une très grande insécurité alimentaire et une énorme crise alimentaire. L'Ukraine et la Russie constituent 30% du commerce du blé, ce qui fait qu'il nous faut réagir à ce choc. Comment réagir? Déjà, nous soutenons les initiatives des Nations Unies et je crois que c'est très important que l'initiative de l'ONU, facilitée par la Turquie pour créer des couloirs pour le transport du blé, qui finit enfin par sortir des silos ukrainiens, c'est très important en soi, parce que bien entendu, ça a une incidence sur l'augmentation des prix
de première nécessité, en particulier du blé, mais c'est aussi un bien sur le plan politique, parce que c'est un premier signal, même ce n'est pas un contact direct, mais un premier signal de retour à la diplomatie dans un conflit qui se déroule, mais c'est aussi très important parce que ça allège les souffrances de pays tiers, en particulier en Afrique, sur la rive sud de la Méditerranée, qui dépendent énormément de ces exportations de blé et de céréales dans la région touchée, que ce soit la Russie ou l'Ukraine. Nous sommes ici pour dire que nous soutiendrons toutes les initiatives internationales qui vont dans cette direction, et l'Italie s'est engagée en particulier dans un dialogue avec les pays de la Méditerranée pour comprendre avec eux ce qu'il faut faire. Toucher le thème de la technologie, de l'eau, de la recherche, et il faut leur apporter un soutien pour une plus grande durabilité des systèmes agroalimentaires. Et pour finir, dernière chose, puisque nous sommes à Rimini et que nous sommes au meeting, la coopération italienne n'existerait pas sans la participation de la société civile italienne. Vous êtes très liés à un terme qui m'est aussi très cher, celui de la subsidiarité. La puissance, l'efficacité de la coopération italienne pour le développement ne serait pas celle qu'elle est si, au-delà des ressources financières et techniques des organisations internationales et des gouvernements, y compris italiens, si nous n'avions pas la force, l'intelligence, la compétence et la passion pour l'homme des organisations de la société civile italienne qui sont enracinées dans notre pays, qui mettent en œuvre des ressources privées dans notre pays et qui sont extrêmement capables de tisser des relations essentielles avec les pays destinataires. Maintenant, alors que nous travaillons avec l'Ukraine, nous ne parlons pas seulement avec le gouvernement ukrainien. Nous travaillons aussi avec les organisations de la société civile italienne, comme nous le faisons partout, en Italie, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Parce que c'est la force de notre coopération, savoir créer des liens people to people, de personne à personne, valoriser les ressources locales, valoriser la capacité des personnes et des communautés avec lesquelles nous travaillons. Et je pense que c'est un grand témoignage de passion pour l'homme. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je vous invite aussi à visiter le pavillon de la coopération internationale que nous avons construit cette année encore avec le ministère pour souligner le fait que seulement le lien avec la société civile peut permettre de répondre aux problèmes que vous avez cités. Nous sommes tous suffisamment informés, disons, sur ce qui se passe en Ukraine, même si petit à petit que la guerre progresse, nous voyons que beaucoup d'informations arrivent à la 4e, 5e ou 6e position. Mais nous savons bien peu de ce qui se passe en Russie et surtout comment se sent la population de ce grand pays. Et c'est pour cela que je voudrais commencer par une question à Alexander Hankelski, qui est déjà intervenu au meeting de Rimini il y a 2 ans sur le futur des démocraties. Ma question est comment est-ce que la population russe traverse ce moment aussi dramatique? Merci pour la possibilité d'intervenir. Pour répondre brièvement à votre question, je devrais dire que le pays est très diversifié et que nous ne disposons pas d'une sociologie adéquate. Je ne fais donc référence qu'à mes impressions personnelles et ce sont les impressions d'un érudit, pas d'un politicien ou d'un chercheur, d'un studieux. J'étais en Europe le 24 février et consciemment je suis rentré en Russie 2 jours après. Depuis, j'ai visité de nombreuses villes, grandes et petites, de l'Oural à la région de Belgorod qui borde l'Ukraine, de Pskov au nord-ouest, à la frontière avec l'Estonie, aux villes de la Volga. J'ai essayé de parler à tout le monde sans cacher ma position sur ce qui se passe, mais ça l'imposait non plus. Sinon, il aurait été impossible de gagner la confiance des personnes.
J'avais pour interlocuteurs des employés des grandes exploitations agricoles, des enseignants du domaine des Tolstoï à Yasnaya Poliana et du manoir des Pouchkine à Mikhailovski, des grands hommes d'affaires et des chauffeurs de bus de province. Un premier constat général, c'est le calme plat, l'immobilisme. La plupart des gens perçoivent ce qui se passe comme un épisode politico-militaire local et non comme une histoire grande et tragique. Même ceux qui sont intérieurement opposés, et ce sont un tiers de la population, souvent regardent la situation de manière simpliste. Ils parlent de mauvaises décisions, mais ne veulent pas comprendre l'ampleur des causes et des conséquences. Bien sûr, il existe aussi des exemples de comportements héroïques. Le politicien Ilya Yashin, les journalistes et les politiciens Vladimir Kara-Murza, la journaliste Marina Ovsyannikova, qui risquent des années de prison, et d'autres ont déjà été condamnés. Mais dans l'ensemble, il y a plutôt de l'immobilisme. Peut-être les gens s'adaptent-ils ainsi psychologiquement à la situation. Ils l'assimilent morceau par morceau. Ils reconstituent lentement l'image globale du monde à partir de ces morceaux de mosaïque. Mais je ne sais pas si ce tableau se reconstituera un jour, ni à quelle échelle de temps et vers quoi cela mènera. Deuxième observation, c'est la distance. L'euphorie générale qui régnait en 2014 après l'annexion de la Crimée est absente. D'immenses bannières avec la lettre Z sont affichées sur les bâtiments publics, qui est un signe non officiel mais de soutien. Mais sur les routes reliant les villes, par exemple, on rencontre tout au plus une ou deux voitures avec ces symboles Z sur la vitre. Donc, je répète, je ne vois ni opposition sérieuse ni euphorie. Qu'il s'agisse du calme avant la tempête ou du fait que le pays s'enfonce dans une longue hibernation, je n'en sais rien non plus. Troisième constat, c'est la division qui s'est accentuée. Division entre ceux qui pensent de manière contemporaine et ceux qui vivent avec le sentiment de traumatisme impérial. Division entre les habitants des grandes et des petites villes. Division entre ceux qui sont partis à l'étranger et ceux qui sont restés. Entre ceux qui regardent la télévision et ceux qui essayent de s'informer. Plus la ville est petite, plus le patriotisme impérial est grand et plus le couloir d'information est étroit. Mais, et c'est l'observation la plus importante à mon avis, il y a un quatrième constat donc. Dans le monde des hommes, la loi des grands nombres ne fonctionne pas. La loi du people to people. Un chauffeur de bus de province peut se révéler être un pacifiste convaincu et un riche habitant d'une métropole un partisan de la violence. C'est un choix personnel et non une loi d'airain. Il n'y a rien de prédéterminé, rien de fixe. Et pour la majorité, les nouveaux émigrants sont bienveillants envers ceux qui sont restés en Russie. Et ceux qui sont restés ne sont généralement pas agressifs. Oui, bien sûr, de nombreux évêques orthodoxes ont péché par leur rhétorique militariste. Et les patriarches prononcent des sermons qui ressemblent à des briefings du ministère de la Défense. Ce n'est pas un hasard si le pape François l'a qualifié d'enfant de cœur de Poutine. Mais il y a une lettre d'exhortation à la paix qui a été signée par des centaines de prêtres. Et dans toute une série d'églises à Pâques, ils ont prié pour l'Ukraine. Pas de déclaration politique, mais une prière profondément et personnelle. Et moi, en première personne, j'ai été témoin de ces prières à Pâques. J'ai été dans ces églises. Aucun écrivain de premier plan, à l'exception de Zakhar Prilepine, ne s'est déclaré publiquement en faveur de la violence. Au contraire, le comité spécial de la Douma, présidé par Prilepine, lui-même vient de publier une liste des 142 personnalités culturelles qui ne soutiennent pas l'opération spéciale. Au minimum, ils ont gardé le silence. Au maximum, ils se sont prononcés contre. En fait, la commission a travaillé de manière tellement hâtive et négligée que le directeur de la principale chaîne de télévision publique, Konstantin Ernst, s'est retrouvé sur la liste des opposants. Les enseignants méritent une discussion séparée. Ils se trouvent dans une situation très compliquée. L'école est une institution publique et les traditions des dénonciations n'ont absolument pas disparu. Mais au moins, la neutralité est respectée dans de nombreuses écoles. L'agressivité n'est pas fomentée chez les enfants et les affrontements entre élèves des familles et des tendances idéologiques différentes ne sont pas autorisés. Et les valeurs humanitaires continuent à être transmises en s'appuyant sur la culture contemporaine et les classiques. Ce qui d'ailleurs, dans le contexte
contexte actuel demande parfois du courage. Je vais raconter une histoire illustrative qui concerne l'une de mes collègues, qui est la traductrice Lyubov Soum. Elle a fait un piquet individuel avec une pancarte portant un poème d'un poète démocratique du 19e siècle, qui est Nikolai Nekrasov, un poème qui fait partie du programme scolaire. En observant les horreurs de la guerre, avec chaque nouvelle victime de l'affrontement, je ne suis pas désolé pour l'ami, ni pour la femme, ni pour le héros lui-même, mais pour les larmes des pauvres mères. Comment peuvent-elles oublier leurs enfants, tués sur le terrain sanglant? Et maintenant, je vais vous lire le rapport de police qui l'a arrêté. Je vous préviens en toute équité qu'il ne s'agit pas d'une parodie, mais d'un vrai texte. Soum Lyubov Borisovna a exhibé un instrument de propagande flagrante, un panneau portant l'inscription. Cette propagande flagrante comporte des vers du poème de Nekrasov, observant les horreurs de la guerre, écrit par l'auteur dans les dernières années de la guerre de Crimée, sous l'influence des contes de Sébastopol de Tolstoï. Ces œuvres contiennent une idéologie subversive du pouvoir, critiquant le régime gouvernemental pour sa justification de la violence. C'est une chose vraiment absurde, inaudite. Même le simple fait donc de transmettre des idées et des concepts humanitaires traditionnels requiert une certaine dose de courage. Il ne s'agit pas, j'insiste, d'une résistance au sens classique du terme, et encore moins d'un front politique, mais d'autre chose. Il y a l'expression « rester ferme dans la foi ». C'est quand une personne ne passe pas à l'attaque, ne tombe pas sous le coup de la colère, ne se soucie pas de prouver au pouvoir et à la société qu'il est dans son bon droit, mais il ne renonce pas non plus à ses propres principes afin de simplifier sa position sociale. Comme l'a écrit Luther, « Je suis là, je ne peux faire autrement ». Aujourd'hui, nous voyons non seulement la fermeté de la foi, mais aussi, je dirais, la fermeté des valeurs humaines. D'où immobilité, compréhension fragmentaire de ce qui se passe, distanciation, division, choix des valeurs humaines, choix personnels. D'une part, nous nous trouvons dans une situation très inconfortable pour les analyses et les prédictions. D'autre part, elle nous donne des raisons d'être optimistes à l'égard des personnes. L'histoire est descendue des auteurs du monde jusqu'au niveau de l'individu. La personne individuelle est plus facile à vaincre physiquement, mais plus difficile à vaincre moralement. Merci pour votre sincérité, pour votre capacité de faire émerger ce qui se passe vraiment dans votre pays et de le rendre aussi compréhensible. Vous avez parlé de la valeur de la personne individuelle. Et c'est l'un des points centraux de la culture européenne. La liberté, c'est celle qui a fait émerger la liberté inviolable de l'individu. Alors, nous ouvrons le regard sur l'Europe et je voudrais demander à la fois à Giovanni Di Lorenzo et à Maurizio Molinari ce que signifie cette guerre pour l'Union européenne, bien entendu en approfondissant en particulier sur l'Allemagne et sur l'Italie. Commençons par M. Di Lorenzo. Alors pour commencer, bonsoir. Je voulais vous demander pardon si de temps en temps un mot italien m'échappe, mais ça fait plus de 50 ans que je ne vis pas en Italie. Et pour commencer, je voudrais exprimer mon respect profond pour ce qu'a dit notre collègue russe, parce que c'est une prestation extrêmement difficile et sensible. Vivre et travailler en Russie et avoir en même temps une attitude aussi critique qu'il l'a exprimée ici et en même temps mélancolique, en bon littéraire qu'il est, et avait aussi avec beaucoup d'ironie. Donc merci pour cette intervention qui est très belle. Pour parler des conséquences pour la communauté européenne, j'aimerais avant tout parler des conséquences pour chacun d'entre nous. Parce que ce 24 février a été un choc profond, même pour ma génération.
qui est celle aussi du directeur Molinari ou de la vôtre, même si je ne connais pas exactement votre âge, mais je pense que nous sommes proches. Et donc, toutes les générations les plus jeunes aussi, parce que nous avions pensé que la paix et la liberté étaient des droits naturels, mais ce n'est pas le cas. Et nous nous sommes rendus compte amèrement qu'il y a eu, nous avons eu presque 70 ans de cadeaux qui nous a été fait, mais ce n'est pas l'état naturel. En Allemagne, on vit encore sous le traumatisme du nazisme, et donc ça a été un bouleversement extrêmement profond, presque la réévocation d'un traumatisme en partie refoulé. L'idée qu'à 800 km de Berlin, la guerre soit de retour, c'est un choc très profond aussi parce que il y a énormément de personnes d'origine ukrainienne qui faisaient des allers-retours. Donc, il y avait aussi une confrontation directe. Il y a eu une grande vague de solidarité en Allemagne en ce qui concerne les réfugiés ukrainiens. Et encore une fois, l'Allemagne, sur ce plan, au contraire de ce qu'on pense dans beaucoup de pays du monde, l'Allemagne s'est révélée un pays très généreux dans l'accueil des personnes en difficulté, les gens qui voulaient fuir la guerre, la faim, et peut-être aussi les changements climatiques. Je pense qu'une situation similaire à celle, face à une situation similaire en 2015, il y aurait eu des émeutes, 2 millions de réfugiés en quelques mois. Ça a été un très grand défi pour toute la société allemande. Que s'est-il passé après ce choc? L'Allemagne, qui a toujours voulu rester en dehors des grands conflits mondiaux, qui voulait être une superpuissance économique, mais un tout petit pays et inoffensif dans la géopolitique, sans se mêler aux conflits des autres, tout à coup, l'Allemagne a été confrontée à une demande d'aide. Et là, tout à coup, une société profondément pacifiste et pacifique a renversé en quelque sorte les points de référence. Imaginez le parti le plus décidé sur le fait d'aider l'Ukraine, même sur le plan de ce qu'on appelle les armes lourdes, c'est le parti écologique, les Verts. Et les sondages ont dit que dans l'électorat vert était favorable à cette aide armée sur l'armement. Et pourtant, c'est un pays pacifiste, un parti pacifiste. Donc, ça a été un changement incroyable. Les résistances se trouvent dans les partis de l'extrême droite et dans certains courants de l'extrême gauche. Là, on trouve parfois une similitude déconcertante dans l'argumentation de ces deux côtés. Mais il y a aussi d'autres certitudes qui sont déséquilibrées. Quand je vis en Italie, je suis surpris de voir que les grandes discussions que l'on trouve en Allemagne se trouvent aussi dans les médias et les débats italiens, mais de façon extrêmement réduite. Les grands thèmes en Allemagne sont le changement climatique, c'est le premier thème, et le deuxième thème, c'est la peur de la crise énergétique vers laquelle nous allons. Et ceci, c'est une conséquence directe de cette guerre. La Russie est en train de couper le fournissement de gaz, l'approvisionnement de gaz, pour essayer de déstabiliser l'économie et, avec l'économie, la société allemande. Pourquoi? Parce que les prix ont tellement augmenté. Ils vont augmenter encore
parallèlement à l'inflation qui grandit au point qu'on craint des émeutes populaires. Je ne sais pas si elles se produiront. Je ne partage pas entièrement ce point de vue. Mais il ne fait pas de doute que l'inégalité sociale va encore augmenter par rapport à ce qui existe déjà. Il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'un homme politique ne donne des conseils sur comment économiser l'énergie, par exemple, en se douchant. Et je pense que si on le faisait en Italie, les gens hurleraient de rire. Pourtant, en Allemagne, c'est un thème quotidien. Donc ça, c'est la deuxième chose. Dernière certitude qui est fragilisée, Madame la ministre, je ne sais pas si on dit ministre au féminin ou au masculin, elle a dit à juste titre qu'il n'y a pas de paix sans liberté. Mais je n'en suis pas entièrement convaincue. Parce que si l'on parvient à une paix entre l'Ukraine et la Russie, et ça c'est encore une grande nouveauté, il n'y a aucune initiative de négociation de la part de l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ce sera une paix peut-être, mais je ne sais pas si ça sera une paix à l'enseigne de la liberté. J'ai de grands doutes sur ce point. Et en plus, le mouvement contre le changement climatique, c'est certainement un mouvement démocratique qui soutient aussi l'argument de la liberté, mais la liberté n'est pas le premier thème, il est secondaire. En Allemagne, ce que l'on souhaite, ce sont des changements tranchés sur les comportements des personnes et sur la politique économique de l'Allemagne. Donc nous sommes dans une situation d'incertitude totale. Et en ce qui concerne ma vie, c'est certainement le moment politique le plus dramatique que j'ai jamais connu. Merci. Merci Di Lorenzo. Maurizio Molinari, à vous. Je crois qu'il y a trois choses fondamentales à dire. La première, c'est que l'agression russe à l'Ukraine a proposé encore une fois à l'Europe une idée d'agression d'un État contre l'autre qui vise à nier l'identité de l'agressé. Non pas à reconquérir une partie des terrains, une montagne, un fleuve. Il vise à nier l'existence de l'autre. C'est quelque chose de vraiment glacial qu'on a étudié dans les livres d'histoire. Parce que les directeurs de l'agression, Poutine, nie l'identité de l'Ukraine. L'Ukraine comme nation indépendante n'existe pas. Cela n'existe son histoire, sa langue, son peuple par Poutine. C'est vraiment glacial pour nous. Parce que cela veut dire de faire revenir l'Europe à une saison qu'on avait dépassée grâce à la naissance de l'Union européenne et même grâce à la fin de la guerre froide. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, et je veux reprendre les paroles de la sénatrice Segré quand je lui ai posé la question « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Maurizio, encore une fois, cela dépend d'une seule personne. Et cette chose-ci aussi fait peur parce que ce n'est pas la Russie à être notre ennemi. Ce n'est pas le peuple russe à être notre ennemi. Cela ne l'a jamais été. Cela a été Poutine qui a entaillé cette image de Russie. Et c'est lui qui conduit cette guerre brutale
On a des envoyés, on a qui nous racontent comment l'armée russe combat, lutte, et il hausse le feu sur les personnes. Il y a vraiment un mépris pour les victimes. Les victimes doivent mourir, doivent souffrir, doivent violer les femmes afin que le message de l'horreur se multiplie. Nadan Sharansky, qui a été emprisonné dans les goulags pendant plusieurs années, a dit concernant Poutine que Poutine veut qu'on ait peur, parce que Poutine fait des actions pour nous mettre de la peur, pour nous tous, en menaçant une guerre nucléaire, et même peur concernant les Russes, en disant qu'il n'y a pas d'alternative à cette opération spéciale, sinon celle de subir la plus dure des opérations, des régressions. Donc lui, il dit, il se bat pour que nous tous, on ait peur. Je trouve qu'il a raison. Et donc, la réponse, c'est on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur d'être à côté de l'Ukraine qui se bat pour son identité, pour le peuple ukrainien se bat pour leur identité. Pour les Russes qui se sentent européens, qui partagent avec nous culture, histoire et émotions, auquel nous tous, on doit même l'échec du nazisme. Mais on ne doit pas avoir peur qu'il y a une différence bien claire entre bien et mal dans ce cas-là. Le point crucial en tout cela, et même le point qui concerne l'Italie, qui lie tout cela à l'Italie, c'est que l'Italie est l'un des pays où il y a une opinion, un avis minoritaire pour le moment, mais qui est en train de se former de plus en plus, qui est contraire à l'entrée de l'Ukraine en Europe et à l'exemption de la Russie de l'Europe. C'est une opinion qui s'est vraiment intégrée en Italie, qui a fait partie de l'offensive contre le gouvernement Draghi et qui appartient à les acteurs du monde des réseaux sociaux qui fait référence aux intérêts russes. Mais pourquoi il y a une aussi forte pression russe sur notre pays? C'est cela le véritable point. Je crois que la perception du gouvernement Poutine, c'est que et la Russie et l'Italie peuvent être le premier pays à dire à l'OTAN, arrêtons les armes contre l'Ukraine et contre les sanctions à la Russie. Et je crois que c'est le thème de notre campagne électorale, mais chacun de nous sera appelé à faire ses propres choix. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous appelle en première personne parce que on n'a jamais vécu cette ingérence de vie publique dans notre pays comme il est en train de se passer avec la Fédération russe. Merci. Vous avez déjà évoqué, M. Molinari et Giovanni Di Lorenzo, que la Russie fait partie de l'Europe, elle fait partie de la culture européenne. On ne peut pas penser la culture européenne sans la grande contribution de la culture russe et ukrainienne. Et donc j'aimerais poser la question à vous, Alexander Archangelski. Est-ce qu'il est possible de penser que les liens culturels qui existaient et qui existent, et dont j'espère qu'ils existeront, peuvent être un fondement réel de la rencontre entre les peuples et peut-être aussi la base d'une réconciliation?
D'une part, la réponse à votre question est claire, évidente. L'Europe et la Russie ne peuvent aujourd'hui se rencontrer que sur le terrain de la culture. Le dialogue entre les églises s'est interrompu brusquement à raison des positions de l'épiscopat russe. La science a cessé d'être une plateforme pour des raisons objectives. Les scientifiques russes sont reconnus comme des personnalités, mais aucune coopération internationale n'existe et ne peut exister. Même dans les domaines culturels, la coopération rencontre également des difficultés. Les maisons d'édition cessent de vendre les droits des traductions, les sociétés cinématographiques, les droits des films et les théâtres cessent de faire des tournées, et il n'est pas prévu d'échanger des expositions. Si la décision est prise de supprimer les visas Schengen pour les Russes, ce ne sont pas seulement les admirateurs des boutiques de Milan qui en pâtiront, mais aussi ceux qui continuent à influencer les esprits à l'intérieur de la Russie. Ils seront plus vulnérables à l'arbitraire, ils n'auront nulle part où se réfugier en cas de malheur. Mais tout d'abord, ces problèmes sont incomparables à ceux que subissent les réfugiés. Deuxièmement, la culture est organisée différemment de la science. Au moins, dans certains domaines, elle est capable de se passer des institutions. Elle présuppose une relation personnelle avec l'artiste, l'écrivain, le penseur. Et une grande partie d'entre elles existe au-delà des frontières. Elle est capable de survivre même s'il n'y a pas de liberté et est capable de faire tomber les rideaux de fer. Enfin, à travers la culture, comme à travers un tube sous l'eau, tant l'Église privée de liberté que la philosophie chassée des universités respire souvent en Russie. Rappelons-nous les grands romans écrits par Pasternak dans l'Urs stalinienne, un roman chrétien, un roman philosophique, un roman publié pour la première fois en Italie, en italien et non pas en russe. Un roman écrit par un écrivain qui ne pouvait pas voyager à l'étranger de 1936 à sa mort en 1960. Et cela ne l'empêcha pas d'écrire ce roman. Il semble parfois que parier sur la culture soit une position trop faible et naïve, et qu'il n'y a aucune chance de restaurer la confiance perdue, et que toute tentative est futile. Mais pourtant, je veux rappeler que précisément en 1957, lorsque le docteur Zhivago a été publié à Milan, toujours à Milan, le père Romano Scalfi, avec l'amitié et le soutien du père Don Luigi Giussani, a fondé l'association laïque Russia Cristiana, Russie chrétienne. Russie chrétienne était un projet religieux, mais aussi social et culturel. Je tiens à souligner une fois de plus la date, 1957, c'est-à-dire 4 ans après la mort de Staline. Donc créer une telle association à l'Ouest, dans l'Occident, était aussi inutile que d'écrire d'auteurs Zhivago à l'Est. En conclusion, je veux dire que le roman de Pasternak a été lu par des millions de personnes. Un renouveau chrétien a commencé en Russie, bien que lentement. Et soudain, on s'est rendu compte qu'anticiper les temps, faire ce qui semble aujourd'hui impossible, était le seul choix raisonnable. Impossible. Alors ça vaut la peine d'essayer. C'est exactement ainsi, selon la légende, que le pape Jean XXIII a répondu à l'objection selon laquelle il était impossible de convoquer le Concile Vatican II comme il le pensait. Il existe cependant un autre aspect du problème, et il y a des questions bien plus complexes, à savoir sous quelle forme et avec quel contenu coopérer. Coopérer, mais avec quelle culture? Tout d'abord, parlons des formulaires. Les formules, ils vont changer complètement. Il n'y aura plus de diplomatie culturelle habituelle, plus d'infrastructures d'échange. Qu'est-ce qu'il y aura donc? Il y aura une coopération individuelle avec des personnes concrètes, avec ceux qui sont venus en Occident de manière directe et immédiate, et avec ceux qui sont restés en Russie par le biais des plateformes qui subsistent, par exemple comme la Bibliothèque de l'Esprit à Moscou. La tâche qui nous attend n'est pas d'abolir le passé, non, mais c'est de parler ensemble de l'avenir. Quelles sont les idées et les figures fondamentales de la Russie et qui ont résisté à l'épreuve de la catastrophe et celles qui n'y ont pas résisté? Et surtout, faire de la nouvelle expérience. Par exemple, la poétesse Olga Sedakova a traduit des poètes ukrainiens et en même temps, elle a écrit un roman qui s'appelle
traduire Dante, qui contient des traductions en prose des 3 cantos du Purgatoire et du Paradis. Et soudain, on se rend compte que travailler sur Dante est lié à la contemporanéité sanglante. Avec cette culture russe, donc, un dialogue est possible et nécessaire. En Russie, on s'inquiète beaucoup du fait que nous soyons effacés dans le monde. C'est un croque-mitaine agité par la télévision et des longues discussions monotones font rage sur les médias sociaux. Mais tout d'abord, c'est en fait le rapport de police sur Nekrasov et Tolstoï que j'ai mentionné qui efface la culture russe. Deuxièmement, Pouchkine et Bulgakov sont indifférents au fait que leur monument soit là ou pas. Ce qui viendra d'un bloc de métal n'est pas si important. Ce qui est important, c'est autre chose, que des personnes innocentes. Si la paix est possible après la catastrophe, si les bons sentiments et les pitiés célébrées par Pouchkine dans le poème intitulé « Monument » l'emporteront. Si nous pouvons, nous aussi, sur la base de la culture, construire une société différente et donner un nouvel ordre au monde, alors Pouchkine aussi sera sain et sauf. Il sera lu et on en parlera. Sinon, il n'y aura pas de Pouchkine pour nous sauver. Pour l'instant, nous devons travailler sur les erreurs. Maintenant, je ne parle pas du pouvoir qui est trop loin de nous et pour lesquels je ne suis pas prêt à répondre, mais avant tout de mes propres erreurs. Par exemple, nous devons changer notre perspective, élargir le diapason, apprendre de l'expérience des autres. Disons, à partir de l'expérience de la poésie ukrainienne libre des 20e et 21e siècles, d'en éprouver la beauté et l'intensité, et peut-être redécouvrir quelque chose dans nous. Il y a de nombreuses années, j'ai visité un musée à Perm, sur le site dans la guerre, pour prisonniers politiques dans les années en Oural, en 1970-1980. J'ai été guidé dans ce musée par le dissident Sergei Kovalyov et l'un des fondateurs de l'association mémoriale Arseniy Rogiensky. Et Kovalyev et Rogiensky avaient été détenus dans la guerre. C'est alors que j'ai entendu parler pour la première fois du poète et du prisonnier ukrainien Vasily Stous, qui est mort à Perm pendant les premières années des règnes de Gorbatchev. Et en signe de protestation, il avait entamé une grève de la faim dont il ne reviendrait pas. Lorsque j'ai lu les vers de Stous, beaucoup de choses dans la vie sont devenues claires pour moi. Et je veux terminer mon discours par un de ces poèmes qui sonne comme un commandement d'humanisme stoïque pour moi, et peut-être comme un espoir que l'humain, en l'homme, gagnera. Je demande au traducteur de lire tout d'abord la traduction, et ensuite je veux que vous entendiez comment ça sonne en ukrainien. Tiens bon, endure, la patience te forme, ton esprit se forge, et tu tiens bon, tu endures. Personne ne te sauvera du malheur, personne ne te fera dévier de ton chemin. C'est là que tu demeures et que tu te prépares à la mort, jusqu'à ce que la lumière et le soleil demeurent, restent. Que tu puisses parcourir tout ton chemin, au paradis, en enfer ou en captivité, et puisses-tu le supporter. Crée ton propre chemin, celui qui s'appelle le tien, celui qui t'a choisi pour les siècles des siècles. Tu t'y es consacré dès l'enfance. Le Seigneur lui-même t'y a condamné. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тобі на віки вік. До нього змалку ти заповідався, на нього сам Господь тебе прирік. Je pense
qu'un collègue russe qui lit en cette occasion une poésie en ukrainien est une grande promesse. Et d'ailleurs, je voulais demander à Maurizio Molinari, après la Deuxième Guerre mondiale, deux pays aussi ennemis que la France et l'Allemagne, dans une guerre avec des atrocités terribles, sont parvenus à se réconcilier. Et avec l'Italie, ils ont constitué les trois pays qui ont refondé l'Union européenne. Notre conscience de la liberté, notre conscience de ce qui fait la dignité de la personne, de chaque personne individuelle, est-elle suffisamment forte et développée pour rendre l'Union européenne capable d'affronter les problèmes et de créer des ponts vers les pays impliqués dans cette guerre? Je crois que c'est une question profonde, profondément juste, et qui suggère que le défi de l'Europe est de sortir de la guerre ukrainienne plus grande, plus unie et plus forte. Est-ce que l'Europe peut y arriver? L'Europe de l'Atlantique à l'Oural? Je crois que oui. Quelle est la leçon que nous avons tirée de la France et de l'Allemagne après la fin de la Deuxième Guerre mondiale? C'est que ces deux pays ont partagé avec les autres pays européens, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains. Et l'idée que des crimes avaient été commis contre l'humain et que ces crimes devaient être punis. La punition des crimes commis a marqué la reprise de l'état de paix en Europe. Et le respect des droits de la Déclaration universelle ont été l'un des piliers de la construction du bâtiment européen. Alors il n'y a pas de raison de ne pas étendre ce précédent aussi au peuple de l'Est, à la Russie. C'est pour cela que je disais que nous nous trouvons face à un homme seul, avec ses collaborateurs les plus proches. Je suis personnellement responsable. Il est personnellement responsable des crimes commis contre les Ukrainiens et contre l'Europe. Donc ce n'est pas les Russes. Donc le véritable point, c'est de savoir s'il y aura un après-Poutine dans lequel la Russie pourra témoigner qu'elle partage avec le reste de l'Europe à la fois la nécessité de punir les crimes commis et le désir de construire une Europe plus grande. Je crois profondément à cela. Je crois que l'Europe et l'Occident, après la fin de la guerre froide, ont commis de grandes erreurs vis-à-vis de la Confédération russe. Ils ont peu écouté ceux qui demandaient de l'aide, de l'attention, de la collaboration pour le développement de réformes profondes. Ils ont accepté des solutions simples en liquidant rapidement les voies libérales qu'il y avait dans la Russie de l'époque. Et si ces occasions devaient se reproposer, il ne faudrait pas commettre les mêmes erreurs. Et je vais conclure en disant que le tournant pour passer du moment de la destruction à laquelle nous assistons à un moment de construction capable d'inclure la Russie en Europe, ce sera le moyen dans lequel seront punis, sur la base de l'état de droit des normes européennes, les crimes qui ont été commis et qui sont encore commis en Ukraine. Merci de cette réponse. Giovanni Di Lorenzo, vous lisez un livre, j'ai vu une interview qui en parle, un livre de Florian Illies dont le titre italien est « L'amour à l'époque de la haine, une histoire sentimentale des années 30 ». Vous le lisez en italien.
C'est ce que vous avez dit. Non, non, en allemand. Dans ce livre, on raconte l'impact de l'histoire des années 30 que nous connaissons, une histoire dramatique, tragique, et comment cette histoire s'est reflétée dans la vie des individus. Ce sont des histoires d'amour qui ont à faire les comptes avec le début des années 30 et la situation. De manière analogue, qu'est-ce qui se passe pour notre amour de la liberté en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour notre vie commune civile? Est-ce qu'elle va être encore plus fragmentée face à ces défis? Est-ce que nous allons nous diviser encore plus? Ou est-ce que nous redécouvrons qu'il y a quelque chose qui nous unit plus que tout autre problème parce que nous avons quelque chose à construire qui vaut plus que tout autre conflit? Si je dois être honnête, je vous dis, j'avoue que je ne le sais pas. Parce que cette guerre et la crise qui est la conséquence de cette guerre impliquent des sociétés qui sont déjà divisées. Il faudrait donc un petit miracle pour nous réunir. Je sais, toutefois, et le collègue Molinar, il a dit, tout dépendra de l'unité qu'on réussira à avoir des pays individuels, mais aussi par la communauté européenne. Pour revenir à votre question, la question que vous avez posée à notre collègue russe, c'est pas l'opinion de mon quotidien. On est assez divisé dans cette question. On est un quotidien un peu plus réalistique. Je suis contraire à toute sanction culturelle envers les artistes russes. Parce que je pense que c'est le point le plus erroné pour montrer de la détermination, parce que c'est même le point le plus facile. La culture peut unir, même s'il y a des artistes imbéciles. Mais si on veut démontrer que en ce moment on est meilleur, on ne peut pas interdire un directeur d'orchestre, par exemple. Cela s'est vu. J'ai été content d'avoir vu à Salzbourg. J'ai goûté un concert qui vit de Riccardo Muti qui vit à Vienne. Il y a eu la démonstration en voyant un concert de Tchaïkovski en faisant chanter un basse russe. Parce qu'il voulait démontrer que la culture ne doit pas diviser mais unir. En ce qui concerne les perspectives, si je veux simplifier la question, si le bien réussira à dominer le mal, je me le souhaite, mais je ne sais pas dire quand ça arrivera. Je suis un peu sceptique du fait que ce serait seulement une personne à obtenir ces changements et non pas les Russes. Toute génération est erronée, mais il faut quand même dire que le 70% au minimum de la population russe est favorable à cette intervention dans l'Ukraine, qu'on ne peut pas déclarer guerre parce que sinon on risque jusqu'à 15 années de prison. Et la communauté russe en Allemagne, qui a accès à toutes les sources d'informations, même les plus critiques, dans la majorité, elles sont quand même favorables à la guerre en Ukraine. Et c'est quelque chose d'inquiétant parce que ce n'est pas seulement le fruit d'une idée perverse, agressive, d'une petite communauté politique qui est enracinée dans la population. Je crois que les seules choses qui peuvent mener à un changement, c'est notre détermination, même à souffrir. Parce que le calcul cynique de Poutine, c'est que nous, on est trop faibles pour supporter, par exemple, un embargo.
on n'y arrive pas selon Poutine. Mais je suis convaincu, je suis persuadé que si on va faire partir les armes atomiques, l'armée russe s'est démontrée particulièrement faible. À l'OTAN, on ne te le dit pas publiquement, mais l'OTAN, en 3 jours, dit qu'il pourrait vaincre l'armée russe. Et moi aussi, je ne crois pas à la force de l'armée russe, économique aussi de la Russie. Donc, on doit même rester rigide sur le point de vue économique et ne pas aller dans des conflits idéologiques en allant à punir la culture dans ce sens-là. C'est vraiment une situation sérieuse, malheureusement. C'est effectivement une situation sérieuse. C'est une situation sérieuse dont nous avons parlé avec sérieux. Personne ne nous a bercé d'illusions. Nous avons entendu beaucoup de points de vue différents et chacun d'entre nous se confrontera avec ce que nous avons entendu, avec ce que nous lirons et entendrons demain, parce qu'il est évident qu'il s'agit d'une crise avec beaucoup d'aspects dramatiques. Je remercie toutes les personnes présentes pour la sincérité avec laquelle vous avez répondu, sans faire semblant de savoir plus que ce qu'ils savaient, mais en exprimant leur point de vue. Je vous remercie tous, mais je crois que nous devons remercier particulièrement, au nom de tout le monde, Alexandre Archangelski. Pardon. Je vous invite à la rencontre qui se tiendra ce soir sur la culture ukrainienne. Une rencontre aussi jeudi soir entre les Russes et les Ukrainiens avec des femmes extrêmement courageuses. Les femmes sont souvent plus courageuses que nous, les hommes. Des femmes très courageuses de l'Ukraine et de la Russie. Je vous invite à visiter l'exposition sur le mémorial et le pavillon sur la coopération internationale. Merci d'être ici. Merci pour ce que vous apportez, ce que vous apporterez. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.